technicien Laurent. Et ben voilà, c'est parfait. On va pouvoir y aller. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ce webinaire proposé par MJ7 France. Premier webinaire d'un cycle de 5 qui seront proposés sur la saison 2025-2026. Je vous en parle juste après. Donc, je me présente, Sarah Jourdain. Je travaille pour MJ7 France sur les questions d'éducation aux médias et à l'information. Et je suis ravie de partager ce premier webinaire autour de l'intelligence artificielle avec vous. Je vais donner la parole à ma collègue Magali Verdier sur l'aspect MJ7 France et après, on reviendra sur le contenu du webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Magali Verdier, donc je suis déléguée culture et territoire à MJ7 France. Donc bienvenue à tout le monde pour ce premier volet de la série de webinaires sur l'esprit critique comme outil de transformation sociale à l'attention des acteurs et actrices du réseau des MJC initialement. Et puis en fait, on s'est aperçu que d'autres acteurs et actrices étaient présents ce matin. On en est très contents. Donc bienvenue aussi à vous. L'éducation aux médias et à l'information, c'est un axe important de la convention pluriannuelle d'objectifs qui lie MJ7 France et le ministère de la Culture. Et donc, c'est à ce titre-là, MJ7 France a choisi de confier à Sarah Jourdain, qui est salariée de la FRMC Bourgogne-Franche-Comté, une mission nationale déléguée à l'animation d'un réseau d'acteurs et d'actrices qui mettent en place au sein de leur structure et aussi à l'extérieur, par exemple dans les établissements scolaires, des projets d'éducation aux médias et à l'information. On a mis en place un observatoire des MJC et donc les chiffres de l'observatoire des MJC montrent qu'en 2022, il y avait 22% des MJC qui déclaraient mener des actions d'éducation aux médias et à l'information et que 15% d'entre elles avaient créé des médias locaux, des journaux, des radios. Nos actions d'éducation aux médias et à l'information, elles visent à accompagner les jeunes et les moins jeunes dans l'utilisation critique et responsable des médias et de l'information, exercer son esprit critique, faire preuve de discernement, décrypter les discours médiatiques. C'est vraiment des leviers, selon nous en tout cas, de transformation sociale, parce que ça favorise une participation citoyenne éclairée et active. Et l'éducation aux médias et à l'information, telle qu'elle est exercée dans les MJC, elle contribue aussi à renforcer la cohésion sociale en favorisant la diversité des opinions, en encourageant le dialogue interculturel et en formant tous les individus à reconnaître et à déconstruire les discours de division. Elle participe aussi à la construction d'une société plus inclusive, plus tolérante, plus solidaire. À travers ce cycle de webinaire qui est proposé par le groupe de travail éducation aux médias et à l'information de MJ7 France, qui est animé par Sarah, on vous propose donc d'interroger les liens entre pratiques éducatives, transformation sociale et enjeux technologiques, médiatiques et culturels. On vous propose aussi de croiser les apports de la recherche, des médias, des pratiques d'éducation populaire pour outiller les professionnels de la jeunesse, de l'éducation, de la culture et de l'économie sociale et solidaire et de renforcer les postures qui favorisent donc cette émancipation dont je vous parlais, cette émancipation individuelle et collective. Donc 5 webinaires donc jusqu'en mai 2026. Je vais peut-être te repasser la parole, Sarah. Merci beaucoup Magali. Comme tu l'as très bien dit, effectivement, ce cycle de webinaires, il est construit sur la forme recherche-action. Donc, sur chaque proposition des webinaires que je vais vous citer juste après, les 5 thématiques, ils ont tous été construits sous la même forme, c'est-à-dire une réflexion autour de la théorie et à la fois de la pratique. Et donc, sur chaque temps des webinaires, comme aujourd'hui, on aura la chance d'accueillir à la fois des chercheurs, chercheuses qui ont travaillé sur ces questions d'esprit critique et des associations et d'éducation populaire, des structures qui travaillent ces sujets plutôt sur l'aspect pratique et donc qui ont travaillé à des initiatives, notamment pédagogiques, en lien avec les sujets. Donc aujourd'hui, vous le savez, on est sur l'intelligence artificielle, un outil ou un levier ou une contrainte pour l'éducation populaire. On sera ensemble pendant 1h30, donc de 10h30 à midi. Ça sera la même forme d'1h30 sur chaque webinaire. Le prochain temps, je vous invite à le noter, mais vous recevrez la communication comme pour ce premier webinaire. Il sera le 4 décembre et on traitera des bulles algorithmiques et la manière dont on peut s'en émanciper. Le 3e webinaire aura lieu le 10 février
c'est que des jeudis matin. Et on traitera des médias versus démocratie, quels enjeux pour les MJC. Le 4e, ce sera le jeudi 26 mars et on traitera de la culture technique et scientifique. Et enfin, le dernier, qui sera le 21 mai, où on abordera le complotisme et les enjeux écologiques de l'esprit critique. Donc voilà, on va commencer ce premier webinaire. Encore merci beaucoup à tous et à toutes d'être là. Donc on le disait, on va traiter de l'intelligence artificielle, des pratiques éducatives et de nos espaces d'émancipation. Quelles opportunités et ou quelles contraintes, dans l'objectif de travailler sur les enjeux et de travailler la curiosité, la vigilance et l'esprit critique. Avec nous, nous avons donc un chercheur et une structure qui va témoigner de ces pratiques. Nous avons Kevin de Cecchi qui est chercheur en sciences de l'éducation à l'université de Montpellier, enfin plus maintenant, je l'ai pas mis à jour, mais il va nous en parler juste après, qui est spécialiste des technologies éducatives, et l'association ClassCode qui est engagée dans la formation numérique et à la pensée informatique. Je vais tout de suite donner la parole à Kevin qui va commencer son intervention. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Sarah. Alors, ouais, c'est bon, j'ai bien le partage d'écran. Est-ce que vous voyez bien mon diapo? Oui. Ouais, super. Ok. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je suis super content d'être avec vous ce matin où on va pouvoir échanger, donc là, notamment pendant une demi-heure, autour de la question de l'utilisation ou pas des IA génératives pour s'informer de manière critique. Donc, juste pour un peu affiner ce que tu viens de dire, Sarah, oui, donc Kevin de Cecchi, donc je suis chercheur et formateur de profession à la base dans le milieu universitaire et je bosse depuis une dizaine d'années sur les questions d'éducation à l'esprit critique, donc auprès de tout public, donc tout ce qui est en lien avec développer ses compétences pour s'informer sur les réseaux sociaux et même plus largement, apprendre à débattre, à argumenter de manière collaborative, améliorer ses prises de décision, etc. Et je bosse pas mal avec des structures, que ça soit associatif, les collectivités, entreprises ou universités, pour développer des projets qui développent l'esprit critique de certains publics en particulier. Donc, tout de suite pour commencer, donc là, on est jeudi matin, le week-end arrive doucement. Si vous avez le même temps que chez vous que moi à Toulouse, c'est un peu compliqué ce matin. Donc, pour essayer un petit peu de se réveiller, je vous propose juste un petit quiz. Donc, je vous laisserai répondre dans le chat. Donc, d'après vous, donc parmi les propositions que je vais vous donner en septembre 2025, donc autrement dit hier, combien de personnes avaient donc, ou ont toujours un compte ChatGPT? Donc, je vous laisse répondre A, 5 millions, B, 105 millions, C, 350 millions, D, 750 millions. Je vous laisse répondre rapidement dans le chat auquel je n'ai pas accès parce que je ne vois que mon diapo, mais ce n'est pas très grave. Donc, en considérant que là, c'est vraiment tous les comptes confondus. Donc, ça va être par exemple les comptes free, donc qui sont non payants, les comptes premium ou les comptes qui peuvent être appelés les comptes pro. Donc, tout compte confondu. En septembre 2025, d'après vous, il y avait combien de personnes à l'échelle mondiale qui avaient un compte ChatGPT? Donc pour vous répondre, j'ai remobilisé en fait des éléments qui viennent d'un rapport qui est sorti en septembre dernier, justement qui documente les usages spécifiquement de ChatGPT. Et donc ce dont on se rend compte, c'est que au tout début de mon graphe à gauche, on ne le voit pas très bien, on a un petit bout de courbe bleue qui montre que au début décembre 2022, on était déjà à 5 millions d'utilisateurs dans le monde. En janvier 2024, on était à 105 millions d'utilisateurs dans le monde. En janvier 2025, on était à 350 millions, ce qui est énormissime. Et donc, j'imagine que vous vous en doutez. Du coup, si on s'intéresse à la date de septembre 2025, on était à environ 780 millions d'utilisateurs, ce qui est énormissime. Pour peut-être juste vous donner un élément de comparaison,
Instagram qui a été lancé en 2010, donc il y a maintenant 15 ans, est à 2 milliards. Et donc là, après grosso modo 2 années, on a à 780 millions d'utilisateurs. Alors attention, bien sûr, on n'est pas sur le même type d'outil, puisque là, ChatGPT, c'est pas du tout un réseau social, mais juste pour donner un peu de la matière pour se rendre compte de l'adhésion exponentielle qu'il y a eu autour de ce type d'outil. Donc c'était 750 millions. Alors la question qu'on peut se poser, c'est OK, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser ChatGPT ou même d'autres IA génératives avec des centrés utilisateurs. Mais que font les gens sur ce truc-là, quoi? Qu'est-ce que les gens font sur ChatGPT? Donc là encore, j'ai mobilisé les catégories qui viennent de ce rapport. Et un premier découpage qu'on peut faire un peu à la hache, mais que je trouve intéressant pour comprendre ce qui s'y passe, c'est de se dire, OK, une première catégorie d'utilisation, ça va concerner plutôt du asking. Donc, c'est-à-dire, on va faire des requêtes qui vont être centrées sur le fait de demander des informations ou des conseils dans le but d'être mieux informé ou de prendre une décision. Une deuxième catégorie assez grossière, mais néanmoins pertinente, ça va être du coup tout ce qui n'est pas asking, ça peut être aussi le doing. Donc, on va demander à l'IA générative de réaliser une tâche pour l'utilisateur. Donc, ça peut être très varié. Ça peut être de rédiger un mail, ça peut être de lui soumettre un texte et de lui demander d'en faire l'analyse et de l'améliorer. Ça peut être, si on va en parler, de générer du code ou de corriger du code ou de commenter du code. Ça peut être de résoudre des problèmes mathématiques et beaucoup d'autres utilisations. Et une troisième catégorie qui est proposée par ces auteurs, c'est un peu la catégorie autre. Clairement, il exprime comme ça, c'est tout ce qu'on n'a pas réussi à ranger dans le asking. Donc, je demande des infos ou des conseils, ou le doing, réalisation d'une tâche. On va le ranger dans le expressing. Donc, ça va être un peu le small talk, le chit-chat, ou bien tout ce qui va être aussi les conversations plus à visée philosophique, ou bien ce qu'on n'arrivait pas plus largement à ranger dans le reste. Et donc, si on s'intéresse en fait au pourcentage d'utilisation en fonction de ces trois grands buts d'interaction avec l'IA générative, on voit que ça a légèrement bougé pour le asking et le doing entre le lancement de ChatGPT auprès du grand public et maintenant, mais on a une majorité en fait de requêtes qui sont plutôt tournées vers le fait de demander des infos ou des conseils. Alors, petite nuance, on pourra en parler en question si vous voulez. Ça, c'est le graphique qui représente les utilisations personnelles, donc de la vie quotidienne. On a une différence qui opère quand on s'intéresse aux usages professionnels. Donc, au-delà de cette question-là, moi, pour être tout à fait honnête, je trouve que ce découpage, OK, il est intéressant, mais je reste un peu sur ma faim. Parce que, OK, par exemple, dans le doing, rédiger un mail ou générer du code, c'est pas du tout la même chose. De la même manière que demander des infos sur la météo ou sur, par exemple, les actualités du jour au niveau géopolitique, pour moi, c'est pas la même chose. Donc, du coup, je trouve qu'il manque un grain de finesse dans la manière de documenter ce qu'on fait sur ChatGPT. Ça tombe bien parce que dans ce même rapport, les auteurs proposent justement des catégories un peu de référence pour se repérer. Ils distinguent tout ce qui va être de l'ordre des activités d'écriture, donc on va demander d'éditer ou d'améliorer un texte. Tout ce qui va être de l'ordre de s'exprimer, donc d'avoir des conversations un peu légères ou plus à visée philosophique, personnelle. Tout ce qui va être chercher de l'information, donc nous, ce qui nous intéresse un petit peu plus aujourd'hui par rapport à notre thématique. Des conseils pratiques pour apprendre à faire des choses. Donc, par exemple, comment est-ce qu'on fait du crawl, c'est quoi l'ouverture Caro-Can aux échecs, etc. Les aides techniques, donc tout ce qui va être les calculs mathématiques, la génération, la correction de code. La génération multimédia dont on a beaucoup entendu parler, donc c'est-à-dire générer des images, des vidéos, des infographies, etc. Et une conversation autre. Donc, ce qui est intéressant, c'est si on recoupe en fait cette catégorisation avec celle que je vous ai montrée juste avant, ça donne un truc un peu plus complet pour comprendre la diversité des pratiques et des utilisations. On tombe sur un truc comme ça. Alors, ne paniquez pas, il y a beaucoup d'infos, il n'y a pas besoin de tout lire. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment juste de pointer vraiment que juste quand on dit utiliser ChatGPT ou une IA générative, ça va un peu tout et rien dire parce qu'il y a vraiment une grosse diversité d'utilisation et de buts. Donc ici, moi, ce qui va m'intéresser plus spécifiquement,
c'est les 3 premières catégories, donc chercher de l'info, conseils pratiques et écrire. Donc si on s'intéresse à ces 3 catégories spécifiques, on peut même pousser les vis et essayer un petit peu d'affiner en catégories plus fines ce qui s'y passe. Donc ici, c'est ce qu'ils ont fait dans ce rapport. Et donc moi, ce qui m'intéresse encore plus spécifiquement, c'est vraiment chercher de l'information, où on voit que chercher des infos spécifiques, ça représente 18,3% sur 21,3%, donc ce qui est énorme. Et on a un petit bout de ce pourcentage qui est dédié au fait de faire des recherches. En gros, c'est à des visées d'achat. Donc, c'est vraiment pour documenter. Par exemple, je veux acheter une perceuse à percussion ou je veux acheter une peinture spécifique pour un mur avec projection gouttelette, tout ce que vous voulez. Je vais faire des comparatifs pour avoir le meilleur produit. Et on a aussi un petit bout, et moi je fais partie de ces gens qui ont cet usage-là, qui vont demander des recettes de cuisine pour préparer des plats. Donc ça veut dire qu'ici, en fait, si on s'intéresse aux 3 grosses catégories principales d'usage de l'IA, chercher de l'information, donc le truc qui nous intéresse nous aujourd'hui, on est dans le top 3, on est en 3e position. Par contre, si on aborde un grain un peu plus fin, on essaie de décrire de manière plus fine les activités, les interactions, les buts d'utilisation, ici spécifiquement de ChatGPT, chercher des informations spécifiques, c'est le top 1 de ce qui est fait sur ChatGPT. Donc là encore, je pense qu'il faut rester un peu critique de cette information parce que dans le rapport, ils ont fait un travail de déblayage intéressant, mais par exemple, ils ne distinguent pas les informations spécifiques où on va demander des dates historiques, où on va demander des informations très générales sur, par exemple, qui est le président de tel pays, ou des connaissances scientifiques. Ils ne le distinguent pas, ça, par exemple, de quand on va demander vraiment des informations sur est-ce qu'une info d'actualité est vraie. Tout ça, c'est rangé dans cette catégorie. Néanmoins, une fois qu'on part un peu de ce constat, la question qu'on peut se poser, c'est ok, cool, mais du coup, nous, par rapport à notre réalité métier, par rapport à l'enjeu de s'informer de manière critique, comment est-ce qu'on peut ou pas utiliser cet outil de manière pertinente? Et donc pour ça, pour vous donner un peu de matière, j'ai repris un article scientifique qui propose de un peu synthétiser l'ensemble des travaux qu'on peut avoir, enfin l'ensemble des travaux, une partie des travaux qu'on a dans le milieu de la recherche sur les différentes activités pédagogiques qui vont favoriser un esprit critique et de voir comment ça peut s'articuler ou pas avec l'usage d'une IA générative. Donc là, j'ai écarté, Bastien va peut-être en parler après, les usages qui sont plus en lien avec des chatbots personnalisés, où on parle non pas de chat GPT, mais vraiment de GPT, et qu'en fait, on vient quelque part le personnaliser, lui donner des instructions un peu plus spécifiques pour qu'il colle avec ce qu'on veut lui faire faire. Donc moi, j'ai écarté ce truc-là. Je suis vraiment resté sur l'usage qu'on a tous un peu spontané d'aller directement sur ChatGPT et de lui faire notre demande. Donc, ici, on classe, en tout cas, cet auteur classe les différentes utilisations pédagogiques en fonction du guidage le plus faible au guidage le plus fort pour l'apprenant. Première utilisation avec un guidage faible, ça va être la simulation. Donc, d'utiliser l'IA générative pour simuler des scénarios, par exemple, et donc en fait, qui va favoriser le déploiement, l'exercice de certaines compétences et de certaines connaissances. Donc là, pour vous donner un exemple, avec des prompts qui sont pas très léchés, mais je trouvais ça intéressant de pas les corriger pour donner à voir ce qu'on peut obtenir avec un prompt pas très travaillé. Donc je lui dis agis comme un simulateur de situation réelle, propose des scénarios variés et crédibles pour que je puisse pratiquer mes compétences d'évaluation de la crédibilité d'une source sur les réseaux sociaux. Donc ça, mais c'est la compétence qui m'intéresse. Adapte la difficulté en fonction de mes réponses et donne-moi des retours sur mes réponses pour que je m'améliore. Donc c'est un prompt assez simple. Donc ici, sur ce premier usage pédagogique, on voit qu'il nous donne un premier contexte de scénario. Donc il nous dit sur un post Facebook, il y a une étude secrète de l'OMS qui révèle que les vaccins Covid-19 causent des mutations génétiques chez un enfant sur 10 000. L'info a été censurée par les gouvernements et dans le post, ça dit partager avant que le post soit supprimé. Et donc là, spontanément, il va nous proposer par la suite des éléments un peu de guidage pour analyser ce post. Donc, par exemple, il nous dit y a une capture d'écran d'un logo avec EMS, mais le texte est flou. Le compte qui a publié ça, c'est Vérité Cachée 2025. Voilà, il nous pointe certains commentaires qu'on peut trouver et il nous pose des questions. Il nous dit quels sont les indices qui te font douter, quelle action tu pourrais entreprendre, etc.
Donc là, moi, je lui réponds, je lui dis, le nom du compte Vérité Cachée 2025, ça me semble quand même être un indice assez pertinent pour dire que l'information, elle est fausse et que la source, elle n'est pas crédible. Donc, je lui soumets ma réponse et donc, il me répond. Il me dit, oh là là, Kevin, super, t'es trop fort. Et il me dit, en effet, que c'était un bon élément à prendre en compte. Et spontanément, et ça, c'est un truc qu'on pourrait améliorer par rapport au prompt, il me donne beaucoup de choses à manger par rapport à tous les éléments que j'aurais pu donner par rapport à cette situation, cette étude de cas, sur comment bien checker cette information. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Ça peut être assez indigeste, mais voilà, c'est quelque chose qui peut s'améliorer. Et il enchaîne en nous proposant un autre scénario un peu plus compliqué. Deuxième usage, ça va être de demander à l'IA générative de se comporter comme un étudiant. Alors ça, c'est super génial parce que ça fait partie vraiment des stratégies qui sont identifiées dans la littérature scientifique comme favorisant un apprentissage vraiment en profondeur. Parce que du coup, en fait, si votre IA générative, elle se comporte comme quelqu'un qui ne sait pas ce que vous avez appris, du coup, ça vous oblige à l'expliquer et c'est un bon moyen de vraiment consolider ses connaissances. Donc, du coup, ça peut donner, pareil, quelque chose comme ça. Donc, agis comme un étudiant qui apprend et qui dialogue de façon naturelle. Ton rôle est de me poser des questions et de reformuler ce que je t'explique comme si tu voulais t'assurer que tu as bien compris. Il faut que tu proposes des exemples et des contre-exemples pour faire avancer la discussion. Et si certaines de mes explications sont pas claires ou fausses, il faut que tu me demandes de clarifier. Et donc, moi, je lui donne les explications suivantes. Quand tu regardes une vidéo sur les réseaux sociaux, pour savoir si l'info elle est fiable, donc je lui dis, il faut regarder si la personne elle est experte sur le sujet. C'est des explications assez rudimentaires. Donc, on va voir comment il prend en compte ces infos. Donc, il nous dit, ah, ok, super. Donc, il reformule. Si je comprends bien, pour évaluer la fiabilité d'une info sur les réseaux sociaux, il faut regarder si la personne elle est experte. Mais comment je fais pour savoir, en fait? Par exemple, si je suis sur TikTok et qu'il y a un mec qui me dit, je suis médecin, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a besoin de creuser? Et si oui, comment je fais? Et enfin, est-ce que l'expertise, elle est pertinente sur tous les sujets? Par exemple, si la personne, elle me parle de son voyage ou d'une recette de cuisine, est-ce qu'il y a besoin d'être expert en tartiflette pour parler de tartiflette sur les réseaux sociaux? Donc, je lui réponds, je lui dis, très bonne question. Et donc, je lui donne un peu une réponse générique. Je lui dis, en effet, pour s'assurer que la personne, elle est bien experte, tu peux vérifier son identité sur Internet. Et je lui dis aussi, bien vu, parce qu'en effet, l'expertise, on peut considérer qu'elle est surtout pertinente sur des thématiques comme les sciences, l'économie, l'histoire, mais que sur des thématiques un peu plus personnelles, c'est peut-être pas le critère numéro 1 à utiliser. Et donc, il me répond, il me dit, ah, ok, super, nanana. Et il me relance en me disant, ok, super, mais est-ce que ça veut dire que tous les sujets plus personnels, tous les avis exprimés se valent? Est-ce que ça veut dire qu'on peut dire n'importe quoi? Ou est-ce que quelque part, il n'y a pas d'autres critères qui peuvent permettre d'évaluer la fiabilité d'une vidéo? Donc, vous voyez qu'il fait plutôt des retours et il renchérit avec des questions qui sont assez pertinentes et qui challenge en fait la personne qui va utiliser l'IA générative pour se prêter à cet exercice. Troisième cas, donc je vais aller un petit peu plus vite sur les deux prochains qui sont moins guidants, enfin avec un guidage plus fort et qu'on connaît peut-être plus. Donc la question du mentor. Donc ici, plutôt que de donner directement une bonne réponse sur comment faire, on va guider la réflexion de l'apprenant, donc de l'utilisateur, par une série de questions. Donc là encore, on peut, en affinant le prompt que je vais vous montrer, on peut avoir plus quelque chose de dialogue pour vraiment avoir une hiérarchisation des questions qui vont être proposées au fur et à mesure. Mais en gros, voilà, là, je lui dis, je veux pas que tu me donnes la réponse, je veux que tu m'accompagnes dans ma réflexion et je veux que tu me poses des questions pour m'aider justement à avoir ma propre analyse. Et donc, je lui dis, moi, la situation, c'est que j'ai vu un post Insta qui dit que les écrans avant de se coucher, ça réduit le sommeil de 30%. Donc, c'est une information qui a pas mal circulé cet été sur Instagram et TikTok. L'auteur dit être un médecin, mais je sais pas comment faire pour vérifier. Est-ce que je peux croire ce post? Et donc là, en tant que bon mentor, il va me poser une série de questions. Donc bien évidemment, il commence en me disant « Oulala, Kevin, t'es trop fort, tu me donnes des questions trop pertinentes. » Et vous voyez qu'il me propose une série de questions, donc on ne va pas toutes les lire, qui sont classées par catégorie. Les différentes catégories, elles sont assez sensées en termes de déroulé de la réflexion.
mais vous voyez que là, mon prompt, il était peu travaillé, et donc c'est quand même assez indigeste, on a beaucoup de choses. Mais vous voyez que là, en fait, il ne me donne pas une réponse, il me pose des questions pour orienter ma réflexion, donc pour attirer mon attention vers des points importants à prendre en compte en me questionnant. Quatrième usage, on va y passer rapidement aussi. Là, c'est vraiment un guidage encore plus fort où on va être sur le fait d'utiliser l'IA générative comme tuteur. Donc là, en fait, on veut juste qu'elle nous explique comment faire. Donc du coup, pareil, là, je lui dis, je veux que tu me donnes une instruction claire, directe et structurée. Je veux que tu me donnes des concepts et des explications que tu vas bien m'expliquer pour que je comprenne. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'évaluer l'expertise d'une source sur les réseaux sociaux. Et donc là, on va être dans quelque chose d'encore plus guidant qu'avec le mentor, donc la situation pédagogique d'avant, où là, vous voyez qu'en fait, il nous donne vraiment une recette de cuisine assez linéaire à suivre. Donc, il nous dit, OK, tu arrives sur la page, voici les trucs à checker, il nous donne des éléments descriptifs. Analyser le contenu, il faut regarder les sources. Est-ce que c'est précis? Est-ce que c'est consistant entre différents contenus que tu peux avoir, etc., etc. Dernier usage, qui est celui qui est le plus utilisé, c'est l'utilisation la plus massive qui est faite actuellement pour s'informer avec une IA générative, c'est de l'utiliser comme un outil. Et donc, en fait, ici, il y a un petit piège parce que cette utilisation-là, en fait, elle sort même d'une question d'un guidage fort. C'est même au-delà de ça, puisque là, en fait, on délègue en fait à l'outil notre connaissance, notre compétence et en fait la question de l'apprentissage. Donc, tout simplement, en fait, les usages en général qui sont faits. Alors, la formulation peut changer, mais ça va être de directement en fait poser la question, est-ce que l'information elle est vraie? Donc, par exemple, là, j'ai repris une info qui circule actuellement massivement dans des campagnes de désinformation par des médias de propagande russe, suivant laquelle les proches de Zelensky détourneraient 50 millions de dollars par mois de fonds d'aide à la guerre vers des entreprises à Dubaï. Et donc, je lui soumets ça. Donc là, on est sur Mistral. Et il me dit, donc, en effet, il existe des allégations récentes qui sont relayées par des médias turcs et russes, selon lesquelles des proches du président transféraient chaque mois jusqu'à 50 millions de dollars vers des entreprises contrôlées, basées aux Émirats arabes. C'est des fonds qui proviendraient de l'autodéfense de l'Ukraine financés par les pays occidentaux et sont des révélations qui s'appuient sur des articles dans certains médias comme Ediling RT qui évoquent un blanchiment d'argent. Donc, il nous donne comme source, on y reviendra après, Canada News Pravda. Il nous dit cependant, c'est des infos qui proviennent de sources critiquées, notamment quand il y a des vérifications indépendantes comme avec l'AFP, ça a été plutôt démenti et considéré comme des rumeurs. Et donc, il dit en résumé, ce sont des allégations sérieuses et relayées par plusieurs médias, mais qui restent controversées et non confirmées. Ok. Donc ici, je pense, il y en a certains qui voient le problème venir. Si on s'intéresse spécifiquement aux sources, donc on a News, Canada, News, Pravda, France, RT et Factuel AFP. Il y en a peut-être qui l'ont déjà repéré, mais en fait, Pravda et RT, ce sont des médias qui ont été clairement identifiés comme des médias de propagande russe, là où l'AFP Factuel est très largement reconnu pour être extrêmement fiable et pour faire justement un travail de vérification des informations et où ils sortent très régulièrement des articles pour débunker des fausses informations. Donc là, en fait, ce qui s'est passé dans cette génération de textes-là, c'est qu'il a voulu résumer en fait les textes qu'il a rencontrés sur Internet. Et en fait, l'outil n'a pas été capable de prendre en compte le niveau de fiabilité des articles qui ont été consultés. Et en fait, il met au même niveau des sites de médias de propagande avec des sites qui sont extrêmement fiables. Donc, vous voyez, en fait, toujours important aussi de regarder si les sources qui sont données avec les articles mènent bien vers de vrais liens. Ce n'est pas toujours le cas. Ici, c'était le cas. On pourrait se dire, peut-être que c'est juste que Mistral, en fait, est nul. Donc, on peut essayer avec un autre outil. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire ici. J'ai essayé avec Perplexity. Donc, je lui soumets exactement le même prompt avec la même information à documenter. Et donc là, vous voyez que la spécificité de Perplexity, c'est qu'il rend plus explicite les sources qui sont consultées. Donc là, j'ai un peu cliqué trop tard pour mettre sur pause, mais vous voyez dès le départ, en fait, qu'il prend en compte AFP Factuel, mais aussi Facebook.
Et donc, il nous dit, l'affirmation de détournement n'est pas confirmée par des sources fiables. Cette rumeur provient principalement de médias pro-russes peu crédibles. Et donc, il nous recite Edinic ou Geoscope. Et il nous dit des sites de vérification de faits comme l'AFP ont formellement démenti ces affirmations. Il nous recite par paragraphe les sources spécifiques qu'il a utilisées pour générer ce résumé d'informations. Et il nous dit aucune enquête indépendante, médias reconnus, n'a pu confirmer les allégations, aucune preuve vérifiable d'un transfert n'a été publiée. Et donc, il nous donne un résumé, il nous dit c'est faux. Ce qui est du coup beaucoup plus conforme par rapport, en effet, à la réalité. Et donc, par contre, ce qui va être intéressant, petit bémol, qui n'est pas des moindres, c'est que quand on regarde les sources qui ont été mobilisées, on s'aperçoit qu'il y a un peu de tout. Il y a des sources qui sont tout à fait pertinentes comme AFP ou Le Figaro, mais on a aussi du Facebook, par exemple. Et si on regarde plus particulièrement aussi l'article qui a été mobilisé du Figaro, on se rend compte qu'il a considéré cette page parce qu'il y a des mots-clés qui renvoient à ce qu'on lui a demandé, mais en fait, ça n'a rien à voir avec la popote de la news qu'on voulait vérifier. Donc, quid aussi là, on a eu un peu un coup de bol parce qu'il nous a généré un résumé qui n'est pas trop en décalage, en tout cas en apparence, avec notre information, mais ce n'est pas toujours le cas non plus. Un dernier cas que je voulais vous montrer. Alors, hop, je vais procéder autrement pour celui-ci. Hop, j'arrête le partage. Donc là, je vais vous montrer une vidéo. Et j'aimerais en fait donc vous la regardiez attentivement. Donc elle est très très courte. Hop. Alors j'espère que vous allez avoir le son. Ok, je vous la relance une deuxième fois. Ok, donc ça, je lève le spoiler alerte tout de suite. Donc c'est une vidéo fausse qui a très largement aussi circulé cet été, donc notamment en juillet parce qu'il y a eu de nouvelles manifestations anti-autoroute A69. Et donc c'est une vidéo qui a été générée par IA. Donc pareil, on peut se dire, là c'est un contenu qui est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux et de manière plus globale sur Internet, les vidéos et les images générées par IA générative. On pourra en parler plus tard, un peu plus en détail plus tard si vous voulez. Donc moi, je me suis dit, un usage qui peut être intéressant, c'est d'utiliser une IA générative comme outil pour vérifier en fait ce type de contenu. Donc premier problème, c'est que actuellement, peut-être que ça peut évoluer, mais actuellement, si vous lui soumettez un lien, il vous dit, mais en fait, je ne suis pas capable de consulter votre vidéo. Donc, une autre méthode qui peut être utilisée, c'est de faire une capture d'écran de la vidéo et de lui soumettre l'image et de lui demander, en fait, tout simplement, de lui demander, est-ce que cette image provenant d'une vidéo est vraie? Alors, le prompt est très minimal. J'ai un peu grossi le trait. J'ai pas été très gentil sur ce coup-là. Mais du coup, si en fait on n'est pas calé sur comment formuler un prompt suffisamment précis qui match avec le fonctionnement d'une IA générative, c'est un peu ce type de prompt qu'on peut proposer. Et donc le type de réponse, ça peut être l'image que tu montres, elle provient bien d'une vidéo où un journaliste interroge un participant lors d'une manifestation. Et donc il nous dit vérification de l'authenticité. Il n'y a aucun résultat qui montre que l'image serait truquée. Ça apparaît dans différents réseaux sociaux. J'attire votre attention, là ça vient de partir de l'image, mais en fait il mobilise quasiment que du TikTok pour générer son résumé de réponse. Contexte de diffusion, c'était dans un rassemblement de rue. Bref, je vous dis, l'image est extraite d'une vidéo qui présente aucun signe évident de falsification. Sauf que si on utilise d'autres outils de vérification d'informations qui ne passent pas par de l'IA générative, en fait, on peut tout simplement prendre notre image, mettre dans Google Reverse, et en fait, on tombe directement sur des articles comme France 3 Régions qui pointent le fait que cette vidéo est complètement fausse. Si on ne maîtrise pas cet outil, on peut en utiliser d'autres, par exemple en analysant finement la vidéo. Donc, je ne sais pas si vous voyez, vous pouvez le mettre dans le chat. Si vous voyez un élément en fait indéniable
où vraiment c'est sûr et certain, si vous voyez cet élément dans la vidéo, vous savez que ça a été généré par une IA. Donc, je ne sais pas si vous voyez cet élément. Donc, c'est un truc où vraiment on ne peut pas vous le critiquer, c'est sûr et certain. Donc, en général, donc là, désolé, moi, je ne vois pas le chat, donc je vais un peu deviner les réponses que vous pouvez formuler. En général, les gens me disent le t-shirt, c'est pas possible qu'on mette un t-shirt aussi nul. C'est pas un bon argument. Le micro, il y a écrit news dessus. Je connais pas ce média. C'est pas un bon argument aussi parce que ça peut être un média que vous connaissez pas. Les pancartes, au fond, le texte, il est super mal généré. Peut-être que c'est la qualité de l'image ou que c'est les manifestants qui savaient mal écrire. Il y a vraiment un indice indéniable où si vous le repérez, on sait que ça a été généré par une IA. Donc, je vous donne un indice. Normalement, ici, vous le voyez mieux. Et normalement, si je vous fais ça, vous le voyez. Donc, je reviens un peu en arrière, ok. Donc, vous voyez, c'était caché par les boutons de fonctionnalité de YouTube. Et en fait, ça, VO, c'est le nom de l'IA qui génère des vidéos sur Gemini. Donc, en fait, qui nous renseigne que ça a bien été généré par IA générative. Il y a un autre moyen aussi, c'est tout simplement d'aller sur la page YouTube, de lire la description. Et là, en fait, c'est écrit que c'est réalisé par IA. Donc, gros point d'attention, ces deux dernières méthodes que je vous ai données, elles sont de moins en moins fiables parce que, par exemple, ce mec-là, Autocar, si on lit attentivement l'article de France 3, en fait, ils décrivent qu'initialement, il n'avait pas du tout documenté que c'était réalisé par une IA. Il a rajouté après et en fait, peut-être qu'il l'enlèvera plus tard. Donc, c'est pas très fiable, les gens ne le mettent pas toujours. Autre élément, je vous ai dit, vous pouvez regarder s'il y a écrit le petit logo VO ou Sora. Actuellement, en fait, c'est hyper facile d'enlever ce type de signature avec d'autres outils une fois que la vidéo elle a été générée. Donc, pareil, c'est un truc qui tend de plus en plus à disparaître. Et vous vous doutez bien que si les gens essaient de volontairement tromper ou créer du contenu pour de la désinformation, bien évidemment, ils vont utiliser ce type d'outils pour enlever ce type de logo. Donc, si on fait un pas de côté par rapport à ce que je viens de vous montrer concernant l'usage d'une IA générative comme outil, c'est-à-dire où on sort vraiment du cadre des enjeux pédagogiques pour développer l'esprit critique autour des activités de s'informer. Une information que je trouve super intéressante et qui vient de NewsGuard, un rapport qui est sorti là tout chaud, c'est que si on prend les 8 IA génératives principales et qu'on s'intéresse au pourcentage de réponses qui vont contenir des fausses informations, on est en moyenne autour de 33%, ce qui est énormissime. Donc, je pourrais vous détailler un petit peu plus la méthodologie qu'ils ont utilisée si vous voulez. Mais là où je trouve que c'est hyper pernicieux, c'est qu'on pourrait se dire, il ne faut pas du tout utiliser les IA génératives comme outil pour s'informer. Je trouve que ce 33%, en fait, il est suffisamment haut pour que ça soit inquiétant et suffisamment bas pour qu'on ait quand même envie d'y aller, de l'utiliser. Et le problème, en fait, c'est que ça change d'année en année. Il n'y avait pas ce même taux en 2024 et il y a fort à parier que ce ne sera pas le même en 2026. Et en plus de ça, ça varie en fonction des outils qu'on va utiliser. ChatGPT, Mistral, Grok, Claude, vous voyez qu'il n'y a pas le même pourcentage de réponses de fausses informations qui va être généré. Donc en fait, je trouve que c'est ça qui est pernicieux, c'est qu'il n'y a pas de réponse tranchée et ça évolue dans le temps. Un élément peut-être explicatif et qui est vraiment en lien avec le fonctionnement de ces IA génératives, mais Bastien en parlera beaucoup plus précisément que moi, mais en tout cas spécifiquement par rapport à ces enjeux de s'informer, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous lancez une requête pour vérifier une information en lien avec Internet ou pour avoir un résumé sur une actualité, en fait, vous avez maintenant les options de consulter, faire des recherches par Internet. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une utilisation de robots qui vont indexer des sites Internet et donc ils peuvent récupérer l'information, juste le titre, juste les résumés de l'article ou tout l'article. Et le problème, en fait, c'est que plus les sites d'information vont être de bonne qualité, plus ils vont avoir tendance à bloquer ces robots qui vont venir indexer le contenu. Donc ça, c'est des graphes qui viennent de, pareil, NewsGuard de septembre 2024. Et donc là, vous vous doutez bien que peut-être que ça a encore déjà changé. Mais en tout cas, voilà, ils n'ont pas sorti le rapport 2025. Donc ça peut être aussi des pistes d'explication de pourquoi est-ce qu'on se retrouve aussi avec, vous voyez, sur l'information sur la vidéo avec Autoroute A69, on avait une majorité de comptes TikTok alors qu'il y a des sites de très bonne fiabilité qui ont déjà débunké l'info.
Dernière chose que je voulais vous montrer. Donc, pour vraiment prendre sa décision, voilà, avoir un peu une décision éthique et documentée sur est-ce qu'on peut utiliser ou pas, dans quelle mesure est-ce que c'est pertinent d'utiliser ou pas une intelligence artificielle générative pour se documenter. On peut aussi, voilà, avec un outil super cool qui s'appelle Compare IA, qui est gratuit, mettre un prompt. Donc là, j'ai remis le même par rapport à Zelensky et les détournements de fonds. Et on peut lui demander de comparer deux IA génératives. Donc, on peut lui demander de comparer deux IA qui vont plutôt être frugales, donc des modèles qui vont avoir un nombre de calculs plus bas que la moyenne. Et nous, ce que je vais faire pour l'exemple, c'est lui demander de comparer David contre Goliath, donc un petit modèle avec un gros modèle, il va y avoir beaucoup plus de calculs, et donc normalement une réponse d'autant plus de qualité. Donc ici, on ne sait pas laquelle est laquelle. Laquelle mobilise un modèle plutôt light et laquelle mobilise un modèle plus gourmand. Alors, les réponses sont pas très intéressantes, donc je vais passer assez rapidement. Pour le modèle A, en gros, il dit « Je ne peux pas confirmer cette affirmation, c'est une accusation grave. » Il y a des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux et il nous donne un peu des bonnes pratiques qu'on pourrait faire en autonomie pour vérifier l'information. Donc, notamment consulter l'AFP, se méfier des articles qui proviennent de sources, notamment de propagande ou des réseaux sociaux. On peut lui dire si on trouve que la réponse est pertinente ou pas et pourquoi. Et sur le modèle B, pareil, il nous dit qu'il n'y a aucune preuve crédible. Il documente, il affine un peu plus sa réponse. Mais vous voyez qu'ici, en comparaison, par exemple, à d'autres usages que je vous ai présentés auparavant, il ne nous donne pas spontanément de source, ici. Vous voyez ? Donc voilà, ici, pour des informations fiables, c'est utile de se référer à des sources d'informations indépendantes. Je le relike. Et donc là, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que donc on avait le modèle à gauche qui était le modèle le plus light, donc la version light de GPT-5, et la version plus copieuse qui est la version de Gemini qu'on peut utiliser gratuitement, donc la version Flash. Et donc moi, voilà où je veux en venir, qui est un point je trouve qu'on n'évoque pas assez, c'est l'impact énergétique. Donc juste là sur cette requête pour vérifier l'info autour des détournements de fonds de Zelensky, on est pour le modèle le plus light à 3 Wh et on a à 31 Wh pour Gemini. Alors que c'est une information, si on utilise des pratiques de fact-checking qui sont très simples à utiliser, qui ne passent pas par des IA génératives, ça va très vite pour débunker cette info. Si on essaie un peu plus de faire parler ce chiffre autour de l'impact énergétique, c'est équivalent pour GPT-5 à 36 minutes de consommation d'une ampoule LED ou 3 minutes de vidéo de YouTube en ligne. Pour le modèle Gemini, qui était le modèle le plus lourd, on est à 6 heures d'une ampoule qui tourne. 35 minutes de vidéo YouTube en ligne, c'est énormissime. Énormissime. Donc, je trouve que ça donne à réfléchir aussi sur, en fait, pour débunker des infos, pour s'informer, il existe déjà des bonnes pratiques, des outils, des compétences qui existaient avant l'usage des IA génératives et qui, en termes de coûts énergétiques, sont vraiment moindres par rapport à l'usage de n'importe quel IA, que ce soit des modèles light ou plus complexes. Et donc, juste pour clôturer, voilà, pour un peu essayer de résumer et pour un peu se dire, OK, pour avoir un usage clair d'une IA générative comme outil pour s'informer, donc je me suis amusé à faire un cycle. Pour moi, ce qui semble super intéressant, c'est vraiment, n'allez pas utiliser une IA générative pour vous documenter si vous ne savez pas de base évaluer la crédibilité d'une source. C'est-à-dire vraiment le niveau d'expertise, la fiabilité des auteurs, du média ou du contenu cité. Ou si on est en train de parler d'utilisation d'un outil. Donc, quand on utilise un outil, l'objectif, c'est d'un minimum avoir les compétences ou les connaissances sur le fonctionnement de l'outil pour en avoir un bon usage. Donc, par exemple, Bastien va en parler, si je ne me trompe pas, dans la présentation juste après. Mais comment est-ce que ça fonctionne? C'est quoi les limites qui sont rattachées à ce fonctionnement? Comment bien formuler des instructions auprès d'IA générative? C'est quoi l'impact énergétique? Est-ce que c'est RGPD friendly? Le point 3 qui est en troisième position pour faire le mot clair, parce que c'est un peu plus fancy, mais en fait pour moi, c'est l'élément le plus important. Le plus important. Ne demandez pas à une IA générative de faire quelque chose que vous ne savez pas faire en autonomie sans elle. C'est le meilleur moyen de désapprendre, voire de vraiment être dans l'erreur et vraiment mal se documenter.
Intégrité de l'information, donc là j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, ça va être super important de vérifier qu'il y a une bonne adéquation entre les articles d'origine et le résumé qui est proposé par l'IA générative, sachant qu'il n'est pas rare qu'il y ait ce qu'on appelle des hallucinations, voire aussi du bullshit, qui représente plus le fait de bullshit que l'IA générative en tant qu'outil, elle en a rien à cirer que ce soit vrai ou pas. Elle n'est pas capable d'avoir ce type de jugement, elle fait un résumé par rapport à des calculs statistiques par rapport au corpus de texte qu'elle a récupéré pour documenter votre requête. Et enfin, un point qui est super important, c'est si vous utilisez l'IA générative comme outil, c'est super important en fait d'avoir accès facilement aux sources, voire même si vous avez un découpage par paragraphe des sources qui sont mobilisées, c'est encore mieux parce que ça facilite le travail de mise en correspondance. Et s'il n'y a pas de source explicite, du coup, en fait, vous pouvez difficilement vérifier l'information. Et c'est tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ah, et on n'a pas ton son, Sarah. Ah bah oui, je pouvais continuer à parler dans le vide. Merci. Merci beaucoup. Merci Kevin pour ces apports très riches, je disais, et ce temps très intéressant. Avant de laisser la parole à Bastien, je vous invite, on va prendre 3 petites minutes pour échanger sur retour, questionnement auprès de Kevin. Ceux qui ont d'ores et déjà des questions, je vous invite à lever la main. Et une fois que vous aurez la main, vous pourrez prendre la parole. J'ai vu plein de retours dans le chat, donc n'hésitez pas, vous avez déjà formulé quelques questions. François, Isabelle, voilà, n'hésitez pas. Alors, je ne vois pas s'il y a des... Alors, je me permets d'intervenir. Ceux qui n'ont pas la connexion, le petit logo autre que le casque, ne vont pas pouvoir parler. Donc, écrivez vos questions dans le chat, on va les relayer. Et sinon, ceux qui ont le micro rouge, c'est-à-dire que pour l'instant, il est coupé, vous pouvez éventuellement poser des questions et vous pourrez prendre la parole, quoi. Voilà. Merci pour la précision, Laurent. Je vois Samir qui a levé la main et qui est en train d'écrire. Il y a Valentin qui a possiblement prendre la parole. Alors, je lis la question de Samir et après, on donne la parole à Valentin et ensuite à Julien. Samir nous dit « Je me demande comment le jeune peut avoir le perfect prompt du premier coup, sachant qu'il utilise l'outil en one-shot. » Alors, pour moi, il y a 2 enjeux vis-à-vis de ça. Le premier, c'est dans l'idéal, mais ça ne colle pas avec les usages spontanés parce qu'il y a à voir si ça s'amenuise avec le temps ou pas. Mais il y a toujours un peu cet effet hyper hype et outils nouveaux avec les IA génératives. Mais en fait, moi, j'ai envie de dire, en fait, il n'aura pas le prompt parfait du premier coup. Parce que en fait aussi il y a une part un peu d'aléatoire du fait que les IA génératives ça fonctionne, enfin les IA même en fait quand elles sont pas génératives, ça fonctionne sur des modèles statistiques. Donc il y a une part aussi d'aléatoire qui peut nécessiter d'affiner en fait son prompt aussi en fonction du type d'IA, du type de modèle qui est utilisé. Donc en fait pour moi il y a vraiment cette démarche itérative. Donc je propose un premier prompt et je fais des boucles pour essayer d'affiner. Et au-delà de ça, il y a aussi de plus en plus de contenu en ligne pédagogique pour avoir des bonnes pratiques. Donc, il y a les modèles, par exemple, dits actifs, je crois, donc qui aident vraiment en fait à préciser son instruction en demandant de rentrer dans un rôle spécifique, en déterminant le but un peu plus précis, en cadrant avec un ton particulier qu'on veut qu'il ait, que l'outil prenne. Mais de manière globale, voilà, et ça va à contre-courant un peu des pratiques actuelles. Moi, j'aurais tendance à dire, avant de foncer vers une IA générative pour se documenter avec un prompt qui n'est pas nécessairement des plus bien léchés, ça reste super important en fait de déjà avoir un corpus de compétences et de connaissances sur comment s'informer de manière générale. Et c'est des leviers qui aident à avoir une bonne évaluation de la réponse en fait de l'IA générative. Et donc Bastien a mis justement pour la méthode actif,
pour la génération de prompts. Merci Bastien. On va enchaîner avec Valentin, si tu es OK si vous êtes OK, pardon, pour prendre la parole. Et juste, je me permets pour répondre à Isabelle, tu as Compare IA. C'est l'outil que j'ai montré qui permet justement d'avoir un regard sur l'impact environnemental. Et sinon, il y a Data for Good qui a bien documenté l'impact énergétique environnemental. Et je me tais. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord, désolé, j'ai pas pu me connecter sur mon ordinateur, donc je l'ai fait sur smartphone. C'est une grande première et ça marche. Merci beaucoup pour ces éléments, alors qui étaient assez techniques, mais néanmoins intéressants. La question que je me pose, c'est justement en termes d'éducation populaire. Est-ce que, enfin, si je rebondis sur ce qui était une forme de conclusion, ne pas utiliser si on ne sait pas évaluer la fiabilité des sources et ne pas demander à l'IA de faire quelque chose que l'on ne sait pas faire. Du coup, concrètement, ça veut dire que en vrai, c'est ouvert, enfin, c'est recommandé entre guillemets à des spécialistes ou en tout cas des personnes dotées d'une expertise d'usage et pas à la majorité de la population. Donc du coup, comment on fait il y a ce delta entre les préconisations et de bien vérifier les sources, etc., qui est quelque chose de plus général, et le fait qu'une majorité, notamment des jeunes, alors c'est bien, c'est pas le sujet, mais utilisent l'IA sans nécessairement avoir les points de vigilance. Donc, comment on fait avec ça en termes d'éducation populaire pour que les jeunes n'accèdent pas à des fausses informations et les véhiculent? Merci. Alors, deux usages pédagogiques que je trouve super intéressants et qui peuvent être travaillés en atelier ou même en autonomie. Ouais. La première, c'est de faire en fait du debunking avec une IA générative et de en fait comparer les outils. Donc, par exemple, c'est ce que je vous ai présenté avec la vidéo, avec le micro-trottoir avec la fille qui avait les cheveux bleus et la vidéo a été générée par une IA, de comparer en fait ce qui sort au niveau du résumé texte de l'IA générative et qu'est-ce qui se passe si on utilise un autre outil pour débunker l'info. Un autre usage qui, je trouve, est intéressant et je l'ai mangé, c'est justement de développer des ateliers où on part directement d'une requête auprès de l'IA générative. Et en fait, le but, c'est de vérifier l'information qui a été donnée par l'IA générative. Donc, ça veut dire que ma réponse, elle est en partie insatisfaisante, je trouve, par rapport à ce que vous venez de dire. Mais voilà, parce que moi, tout ce que je vois, en fait, par rapport à ce qui ressort dans la littérature scientifique sur les usages spontanés, ça nécessite, en fait, si on n'a pas une littératie au niveau de comment bien s'informer indépendamment de la question des IA génératives, les difficultés sont un peu élevées au carré avec l'introduction de ce nouvel outil. Voilà. Donc ma réponse en ce sens, elle est insatisfaisante. Alors, il y en a certains, j'imagine, qui diraient maintenant, il y a Vera. Donc, je pourrais vous montrer, j'avais pris dans mon diapo un QR code pour qu'on puisse utiliser cet outil. Donc, en fait, c'est un chatbot que vous pouvez utiliser sur WhatsApp. Vous lui soumettez en fait une information et ça vous répond automatiquement. Moi, je trouve que c'est exactement le même problème parce que, en fait, les sources sont pas toujours fiables. Le résumé d'information est pas toujours très bien précis. Et en fait, c'est juste qu'on délègue un apprentissage des compétences sur le fait de s'informer à une IA générative. Donc, de base, en fait, de nouveau, si on n'a pas ces compétences-là, en fait, on demande à un outil de faire quelque chose qui n'est, il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas là, il n'est pas capable d'évaluer si c'est vrai ou c'est pas vrai. Ça fait pas partie de son fonctionnement au niveau des calculs, au niveau du modèle. Donc, il y aura toujours des ratés. Donc, c'est en ce sens que pour moi, l'IA générative, c'est un outil qui peut être pertinent dans un certain contexte pour s'informer. Mais en fait, il y a plein d'autres outils qui existent déjà. Je me permets, et merci beaucoup Kevin et merci pour vos questions. On va être rattrapé par le temps et je pense que Bastien va apporter aussi beaucoup d'éléments de réponse à vos questions. Donc Bastien, si ça te va,
je te laisse prendre la parole pour que tu aies le temps de dérouler toute ton intervention et on prendra le reste des questions en fin de webinaire. Merci encore beaucoup, Kevin. Ok, ça marche. Ouais, on va essayer de répondre à des choses qui ont pu être laissées en suspens, puis vous aurez du temps après pour les questions. Donc moi, je m'appelle Bastien Mas, je suis délégué général de ClassCode. Si vous ne connaissez pas ClassCode, c'est une association donc qui produit des ressources éducatives libres pour accompagner les enseignants, les animateurs, les médiateurs scientifiques à l'apprentissage du code, de la pensée informatique et de la culture numérique, dont l'IA fait partie. Donc on a plusieurs contenus, tout est en Creative Commons. On avait fait un MOOC il y a 3 ans sur l'IA. On a des projets européens aussi qui ont abouti à des ressources qui sont également en libre. On a des parcours en ligne, je vous remettrai les liens après pour justement explorer sur la base d'outils d'IA générative, donc plutôt sur des usages éducatifs. Et donc je voulais, on va faire un petit retour en arrière juste pour s'entendre sur la même chose quand on parle d'intelligence artificielle, parce que ça me semble quand même important, et surtout pourquoi on en parle aujourd'hui. Il y a plusieurs facteurs, donc c'est principalement parce qu'on parle d'IA générative, c'est déjà le focus qu'on a fait dans cette première partie, et que l'IA générative, c'est pas l'IA, c'est une petite partie de l'IA, elle n'est pas récente non plus, et ça c'est toujours important de le rappeler, et c'est surtout juste la démocratisation de ce type d'IA qui aujourd'hui cristallise beaucoup des questions. Donc les premières questions les plus importantes, donc nous on travaille plus du côté des enseignants, mais forcément la première question c'est celle de l'évaluation. Est-ce qu'on peut encore donner des devoirs à la maison? Est-ce qu'on peut encore demander des productions écrites, faire des recherches, les exposer? Donc toute la question de la triche et de la détection. Donc voilà, vraiment la question de est-ce qu'on peut détecter des contenus générés par IA, notamment des contenus écrits. Donc spoiler alert, la réponse est plutôt non. C'est même déconseillé d'utiliser des détecteurs pour la génération écrite, c'est compliqué. L'image c'est un peu différent, mais comme on l'a vu avec l'exemple sur VO, c'est aussi, voilà, ça donne des choses aussi sur l'éducation aux médias qui aujourd'hui peut pas être la même chose que ce qu'elle était avant. L'idée, c'est plus de trouver forcément la source, d'observer, de regarder le document, de regarder la vidéo. Ça, à mon sens, c'est voué à l'échec parce que quelqu'un qui veut manipuler un contenu y arrivera de toute façon et c'est indétectable à l'œil nu. Donc il y a des indices, etc. Mais le côté de il y a plus de doigts, plus de mains, des défauts, etc. Quelqu'un qui fait ça bien pour tromper le fera toujours d'une qualité qui n'est pas détectable sans outils. Et en fait, c'est ça que ça dit sur l'éducation aux médias, c'est que pour faire l'éducation aux médias, il faut utiliser des outils, puisque c'est le seul moyen d'avoir des critères un peu plus fiables et d'explorer des choses que nous, on n'est plus en mesure de voir ou de détecter. J'avais fait une intervention il y a quelques années maintenant sur Esprit Critique, et il y avait l'AFP. Eux, ils ont une équipe de 5 personnes dédiées à identifier si un contenu qui est publié dans la presse est vrai ou non. Et avec une équipe dédiée, la moyenne, c'est 5 jours. Et c'est des professionnels pour détecter si un contenu est effectivement généré par IA ou pas. Donc c'était beaucoup de contenus qui étaient liés aux guerres et aux conflits, souvent avec des... Je veux bien que vous coupez vos micros, s'il vous plaît. Merci. Qui étaient souvent liés à des conflits qui étaient en basse qualité. Donc plus la qualité est basse, plus c'est difficile de savoir si c'est un contenu réel. Et 5 jours, c'est trop du point de vue de la presse, du point de vue de l'actualité. Le truc qui fait le buzz un jour, si on vous dit la semaine prochaine, la semaine suivante, que finalement c'était faux, l'impact, il a déjà eu lieu. On a la question de l'augmentation des inégalités. En gros, pour toute technologie, ça augmente les inégalités. Il y a ceux qui y ont accès et ceux qui n'y ont pas accès. Donc ça peut être pour des questions financières, d'avoir accès à des modèles payants ou non. Ça peut être aussi des questions culturelles, ça peut être des questions d'engagement. Donc pareil, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui à des jeunes ou des élèves, même si l'outil est performant et peut leur permettre d'améliorer leurs résultats, s'il nous dit moi je veux pas utiliser d'IA parce que ça pollue, parce que ça vole le travail des artistes, parce que ça pille le web, et qui sont des arguments valables, aujourd'hui on n'a pas vraiment encore pensé aux alternatives. On en a encore à accompagner et à trouver la bonne mesure de l'usage de ces outils. Mais il y a vraiment une inégalité puissante, et notamment qui a trait au langage. C'est-à-dire que ces outils fonctionnent sur le langage naturel. Si vous ne maîtrisez pas la langue, vous ne pourrez pas utiliser ces outils correctement et en tirer parti.
Et là, il y a des vraies inégalités qui se croisent. Ça peut être de lire les contenus, de les évaluer, mais juste de formuler en fait des requêtes, de se projeter dans le monde, de décrire ses besoins, de formuler une question correctement. Ça, c'est problématique au collège, au lycée, des fois dans le supérieur. Et on a un vrai rapport à la langue qui creuse ces inégalités. Le partage des données, donc tout ce qui est le risque d'exposition, parce qu'on va partager des données privées ou qu'on partage des documents parce que ça marche mieux et que ça va plus vite. Ça, c'est un vrai problème, notamment dans les entreprises. Il y a énormément de fuites d'informations des salariés parce qu'ils partagent des contenus sans forcément faire attention ou nettoyer les documents avant. On a une augmentation de l'exposition au contenu synthétique, donc ça couvre les fake news, les deepfakes, etc. Mais de manière générale, c'est plutôt la question de plus de contenu, des contenus produits facilement, donc massivement, et dont une grosse partie est fausse, et qui finalement épuise aussi l'esprit de curiosité, d'intérêt. Je vois beaucoup de choses, mais la plupart sont fausses, et même des fois, je vais consommer des choses fausses, et ça ne me pose pas de problème. Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on a eu des cas avec des élèves, on leur montre que les influenceurs qui suivent sont entièrement créés par IA, et ça leur pose pas de problème, c'est pas grave, ça montre des trucs jolis, moi j'aime bien regarder, et effectivement l'argument c'est je connais pas plus Squeezie dans la vraie vie que cet influenceur qui n'existe pas, et ça me dérange pas de consommer du contenu artificiel. On a la question de la perte de l'engagement, ça c'est plutôt lié à l'éducation, mais en gros, pourquoi je dois apprendre des choses ou faire des choses qu'une machine peut faire en 2 secondes? Ça a introduit un paradoxe assez intéressant qui est le paradoxe de l'apprenti. C'est que la plupart des compétences que couvrent les IA génératives sont des compétences de tâches intellectuelles facilement automatisables, qui sont souvent les tâches qu'on rencontre au début, voilà, quand on se forme, quand on découvre un sujet, quand on est un jeune professionnel. Et quand on fait la liste, tous secteurs confondus, de ce que font les IA génératives, elles couvrent ces champs-là, qui sont assez répétitifs. Mais ces champs répétitifs, c'est comme ça qu'on apprend le métier, qu'on apprend à traiter de l'information, qu'on manipule, qu'on reproduit, c'est vraiment l'objet répétition. Et en fait, c'est ça qui construit aussi l'esprit critique. Donc, je prends un exemple simple, mais les cabinets d'avocats, par exemple, quand ils recrutent, au début, les jeunes professionnels dans les cabinets, ils traitent de la donnée, ils vont classer les dossiers, ils vont les réordonner, ils vont extraire de l'information. Ça, c'est ce à quoi répondent tous les outils professionnels aujourd'hui d'IA générative sur ce secteur. Si on ne peut plus confier ça à ces jeunes professionnels, ils ne peuvent plus apprendre leur métier. S'ils n'apprennent pas leur métier, ils ne peuvent pas faire preuve d'esprit critique face à ce que leur proposera l'IA, puisque c'est ce qu'on leur demande, utilisent l'outil et estiment si la réponse est juste ou pas. Et donc ce paradoxe de l'apprenti, on le retrouve dans tous les secteurs, et c'est ce qui concentre un peu ce côté perte d'engagement. Pourquoi j'apprends ça si je sais qu'une machine le fera mieux que moi, et en même temps j'ai besoin de l'apprendre pour corriger ou guider la machine. On a des champs d'expérimentation séparés, ça, que ce soit enseignants, professionnels, parents, élèves, etc. Ils n'utilisent pas les mêmes outils, pas de la même manière, et il y a peu d'espaces communs où on peut discuter de l'impact qu'ont ces outils, que ce soit sur l'éducation, sur la créativité, sur la découverte, sur l'orientation. Et c'est en partie lié au manque d'outils compatibles, c'est-à-dire que les outils qui ont le plus grand impact, ils ne sont pas du tout designés pour l'éducation ou pour des publics jeunes, et pourtant ce sont les plus utilisés. Donc on a besoin de davantage d'outils qui nous permettent de correspondre à notre niveau d'exigence. Donc ce qu'a évoqué Kevin, peut-être des modèles qui sont tutorés, qui sont plus encadrés, qui sont plus transparents, qui montrent ce qui se passe derrière. On a la question de l'identité. Comment je me positionne du coup face à la machine, face à cette IA? Donc, quelles sont les compétences sur lesquelles je peux parier, par exemple? Qu'est-ce que j'apporte vraiment? Ça pose aussi la question de ce dont j'ai besoin pour les utiliser, ces outils. Donc, peut-être la question de l'âge. Donc ça, il y a un cadre d'usage, par exemple, côté éducation nationale, qui est sorti en juin dernier, qui interdit l'utilisation des IA génératives avant la 4e. Donc l'idée derrière, c'est on peut parler d'IA dans le premier degré jusqu'à la 4e, on en parle conceptuellement, on fait du débranché, on explore, mais on ne manipule pas directement parce qu'on estime qu'on n'a pas les compétences ou ce qui remplit ce fameux esprit critique ou cette pensée critique n'est pas suffisamment construite pour qu'on puisse évaluer les contenus en sortie et donc et avec la méthodologie qui va avec. Donc à partir de la 4e, ça peut être encadré par un enseignant. Donc ça vous donne aussi
un petit ordre d'idée, l'enjeu c'est toujours ça, hein, c'est de quoi on a besoin vraiment pour les utiliser, ces outils, et comment on remplit ce concept d'esprit critique. Et ça, c'est encore ce qui se construit aujourd'hui, et on a besoin, que ce soit éducation nationale ou populaire, absolument d'apporter de la matière là-dessus, et de s'interroger sur sur ce qu'on apprend à l'école dans les premières années, notamment dans le premier degré, est utile pour ça, sert vraiment à cet objectif. Donc voilà, donc ça c'est un peu mon contexte général de pourquoi on en parle, et encore une fois, l'IA, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, je vous ai donné 2 définitions. La première, c'est l'intelligence artificielle est l'ensemble des théories et des techniques qui sont mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Donc là, en général, vous êtes déjà déçus, parce que ça ne dit pas grand-chose. Ça ne parle pas de robots, ça ne parle pas de machines, ça ne parle pas d'algorithmes. J'ai un ensemble de trucs, des théories et des techniques, qui sont mis en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Quel problème de cette définition, c'est qu'on ne sait pas très bien ce que c'est que l'intelligence humaine. Donc le but, c'est peut-être d'éviter ce piège d'intelligence humaine, et c'est ce que fait le Parlement européen. Lui définit l'IA comme un outil, ça c'est le mot important, utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification ou la créativité. Et ce qu'on comprend, c'est que cette liste, elle n'est pas exhaustive. C'est ce qu'on entend par intelligence humaine. On pourrait peut-être mettre l'intuition, la créativité, enfin l'imagination, voilà, l'émotion, on pourrait mettre plein de choses. L'idée de l'IA, c'est de faire une machine ou un algorithme qui simule ces caractéristiques qu'on rattache à l'intelligence humaine. Donc ça couvre très large. Un téléphone connecté, peut contenir de l'IA, une voiture autonome peut être définie comme IA, un frigo connecté qui vous recommande du jus d'orange quand il n'y en a plus, parce que ça existe, c'est de l'IA, ça répond à une tâche intelligente qui est rattachée à des caractéristiques d'intelligence humaine. Donc c'est très large, c'est une définition, voilà, l'IA ça a 75 ans, il y a des formes multiples, à chaque fois c'est spécialisé. L'intelligence humaine, on ne peut pas la simuler dans son ensemble. À chaque fois, on va cibler des choses très spécifiques. ChatGPT, on a l'impression que c'est très intelligent et que ça fait beaucoup de choses, ça en fait qu'une, ça simule le langage, ça fait semblant de bien parler. Et ça suffit à nous donner une impression de compréhension, d'analyse, même de point de vue critique des fois. Et effectivement, c'est juste la simulation de ce point précis. Et donc c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de types d'IA différents et qu'on a besoin de beaucoup d'outils, parce qu'à chaque fois, on a une spécialisation et des modules qui servent à simuler ces différents critères. Donc nous, on se recentre sur l'IA générative, qui fait déjà elle-même beaucoup de choses, de la génération d'images, de vidéos, d'audio, de texte, de code, de traitement de données. L'idée, c'est la même, c'est de générer des contenus. En gros, une IA générative va générer un contenu sur la base du fameux prompt, donc d'une description ou d'une commande qui décrit le contenu qu'on veut voir en sortie. Et on a des IA génératives qui vont mélanger ces différents types de contenus les uns avec les autres. Moi, je voulais vous donner quelques cas d'usage et vous montrer un peu ce qu'on peut en faire, notamment avec les LLM, donc les modèles de langage. Parce que l'enjeu, aujourd'hui, c'est plutôt de choisir le bon outil. On est noyé par les outils, des IA, il y en a énormément. Et en gros, choisir ce qui est vraiment utile, ce qui peut apporter quelque chose, ce qui correspond à mes critères. Donc là, on a vu comparer IA, donc l'impact environnemental peut complètement être un critère. Le respect du RGPD ou de la donnée privée, la souveraineté peut en être un aussi, l'efficience peut en être un. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est ça, c'est de faire le tri. Et il y en a vraiment beaucoup. Si vous ne connaissez pas le site Une IA par jour, donc c'est plutôt orienté éducation, mais c'est un agent de Canopé qui fait ça. Il met en avant une IA par jour. Il n'a pas de mal à en trouver une. Et c'est classé par cas d'usage. Donc vous avez des IA pour faire des mind maps, pour faire la génération d'images, du texte, pour faire du code, pour faire des objets en 3D, etc., etc. Elles sont toutes classées comme ça. Et aujourd'hui, il est déjà à quasiment 2000 IA qu'il a recensé depuis environ un peu plus de 2 ans. Donc ça va très vite. Et effectivement, son problème, c'est qu'il se retrouve à mettre des choses en avant, mais quand on en met énormément, on se retrouve à nouveau noyé. Si on analyse un petit peu le marché, on va dire, ou la répartition de ces IA,
Moi, j'ai fait 3 grandes familles. Les outils commerciaux, donc ceux qu'on connaît le plus, qu'on serait en mesure, là, je pense tous de citer, qui sont la plupart du temps soutenus par des GAFAM associés. Donc, qui sont des outils qui sont les plus utilisés et qui ne sont pas designés ni pour l'éducation, ni forcément pour un public jeune. Et donc ça peut être une partie du problème. Ils ne sont pas designés pour ça. Ceux qui le sont peuvent être même encore un peu plus opaques. On avait parlé du chatbot de Snapchat, par exemple. À la base, son nom, c'était AI Buddy, donc ton ami IA. Et c'était vraiment de l'IA persona qui était censé être ton ami et correspondre avec toi. Donc, ce qui ont un peu changé la communication dessus. Mais il n'empêche que voilà, ce sont les outils les plus utilisés. En face, on a les solutions ouvertes. Donc là, on a parlé de Mistral, par exemple, tout à l'heure. Donc ça, c'est une IA française semi-ouverte. Donc la même chose que l'IAMA, par exemple. l'IAMA, c'est le modèle ouvert de Meta, qui est la maison mère de Facebook. Donc ils sont les plus gros modèles ouverts. Donc un modèle ouvert, ça veut dire quoi? Souvent, on parle d'open weight, donc de poids ouvert. Ça veut dire qu'on a les poids du modèle qui permettent de le réentraîner. On peut savoir un peu comment régler ce modèle de langage, et éventuellement, si j'ai envie d'en faire une version, par exemple, pour être meilleur sur une approche pédagogique particulière, ou sur l'éducation populaire, ou sur éventuellement même une structure, ou voilà, sur un corpus de texte, je peux réentraîner ce modèle pour qu'il soit meilleur. En gros, il parle juste bien, il fait bien semblant de parler humain, mais là, on va la réentraîner sur quelque chose de plus spécifique. Donc c'est ça un modèle dit ouvert, ce qui est un peu soumis à débat aujourd'hui, parce que ces modèles sont pas si ouverts que ça, puisque ce qu'ils partagent, c'est qu'ils ne communiquent pas sur leurs données d'entraînement. Donc on ne sait pas sur quoi ils ont été entraînés. Et on ne sait pas parce que c'est gardé secret, en grande partie parce que y a des contenus protégés par le droit d'auteur, il y a des contenus pillés sur le web qui ont été utilisés, c'est des énormes bases de données, elles sont toutes assez similaires, et en général, il y a beaucoup de contenus qu'on n'a pas trop envie de montrer là-dedans. Et donc, la plupart des grands modèles ouverts ne communiquent pas ou ne rendent pas publiques leurs données d'entraînement. Donc, ce qui peut être problématique, parce que si on veut regarder les sources, regarder les biais, regarder la répartition des langues, regarder certains documents, ça, on ne peut pas le faire. L'autre lien aux communautés importantes, ça peut être Hugging Face. Ça, je vous encourage à aller le voir. C'est une communauté qui partage des modèles ouverts, et ça vous donne un bon ordre d'idée par rapport au nombre de modèles existants. Sur Hugging Face, aujourd'hui, il y a 2 millions de modèles disponibles. Et pourquoi il y en a 2 millions? Parce qu'on a besoin de modèles pour tout. Encore une fois, c'est spécialisé, et on veut des modèles de poids différents, entraînés sur des corpus différents, spécialisés sur des tâches différentes. On a des cas d'usage extrêmement variés. Donc là, si vous voulez faire une IA qui, vous faites un dessin sur papier, vous prenez votre smartphone, vous le prenez en photo, il vous fait un modèle 3D et il vous l'envoie direct dans une imprimante 3D pour le faire, ça existe. Vous voulez faire du speech to text, enregistrer une conversation et en faire un texte et le faire en local sur votre téléphone sans échange de données, ça existe aussi. Donc il y a énormément de modèles différents, de poids différents, et souvent aussi parce qu'on a besoin de les réentraîner pour correspondre à des visions de la réalité différentes. Et donc, par exemple, moi, en tant qu'occidental, blanc, homme blanc, ça me choque pas de voir les générations sur les générateurs d'images de ChatGPT, par exemple. Pour un habitant en Chine ou en Afrique, ça peut correspondre à une réalité différente. Donc il y a des modèles qui sont réentraînés pour correspondre à leur réalité, donc avec d'autres personnes, d'autres représentations, et du coup on a autant de modèles finalement qu'il existe de représentations de la réalité. Et enfin, la troisième famille, c'est les EdTech. Donc ça, c'est les seuls IA designés pour l'éducation. Et on va retrouver de plein de formes différentes. Evidence B, Lalilo, par exemple, ce qu'on appelle de l'adaptive learning, donc des IA qui font de la recommandation personnalisée de contenu pour les élèves. VitaScience fait de la médiation scientifique sur l'IA, et Knowledge utilise des IA génératives pour créer des contenus basés sur les contenus des enseignants. Et donc celles-ci, elles sont designées pour un usage éducatif. Nous, le tri qu'on veut faire là-dessus, en tant que peut-être néophyte, c'est que moi j'aime bien répéter que ce soit les enseignants ou les animateurs, vous n'êtes peut-être pas des spécialistes en IA, mais vous êtes des spécialistes dans votre expertise, qui est l'éducation, l'animation, ou l'accompagnement, ou l'orientation. Et ça vous permet d'être légitime dans l'évaluation de ces outils qu'on vous propose.
Et l'idée, c'est juste de comprendre les concepts fondamentaux qui vous permettent de comprendre comment ça fonctionne, donc ce que ça peut faire et ce que ça ne peut pas faire, de vous repérer un peu dans les architectures et de formuler vos exigences pour choisir des outils ou de mettre en place des cas d'usage qui sont conformes à vos attentes. Et ça, c'est ce que nous, avec Classcode, à l'origine, on ne faisait que de l'apprentissage du code, c'est l'idée de l'apprentissage informatique. Pas former des informaticiens, pas vous apprendre à faire des sites web en PHP, mais avoir les concepts fondamentaux de l'informatique pour comprendre comment ça fonctionne. Et quand on est citoyen dans un monde numérique, on a besoin de repères sur comment fonctionne ce numérique. Donc, mes cas d'usage vont être plutôt sur du texte. Donc, je vous ai remis la définition de GPT. Donc, c'est pour Generative Pre-trained Transformer. Transformer, c'est en gros l'architecture qui permet de découper le texte. Pre-trained, c'est qu'il a été pré-entraîné. Donc, il y a une base de données qui a été utilisée pour entraîner le modèle. Et génératif, c'est sa fonction. Il génère du texte. Plus précisément, ChatGPT, son objectif, son but, c'est de prédire les mots suivants à partir d'un prompt. Donc il prend votre prompt, il découpe en petits bouts, qu'on appelle des tokens, qui est l'unité de génération des modèles de langage, et il va mettre d'autres tokens, donc d'autres petits bouts de mots, les uns à la suite des autres, pour vous faire une réponse. Donc son but, c'est de prédire qu'est-ce qui va bien derrière le prompt qu'on vient de me donner. Et je vais essayer de mettre un truc qui, statistiquement, est cohérent par rapport au prompt qu'on m'a donné. Comprendre ça, c'est important. Ça veut dire qu'il ne comprend rien de ce que vous lui dites. Il n'y a pas de compréhension logique, ni même sémantique. Il n'y a pas la même approche du langage qu'un humain. C'est vraiment purement statistique. On découpe et on remet des petits bouts les uns derrière les autres. Il favorise la production de réponses différentes pour chaque requête. Ça, c'est important. Si vous faites 10 fois le même prompt, vous aurez 10 réponses différentes. Donc, c'est la formulation qui va changer. Les éléments factuels ou objectifs seront sans doute les mêmes. Mais il est entraîné pour favoriser des nouvelles réponses. Donc, c'est ce qui est intéressant dans l'outil. C'est ce qu'on peut associer à de la créativité. C'est qu'il propose des contenus différents et nouveaux. Mais c'est aussi la porte ouverte justement aux erreurs ou aux inventions, donc ce qu'on appelle des hallucinations, qui peuvent arriver quand il génère ces réponses. Il ne s'agit pas d'une base de données, ça aussi c'est important, quand on parle de pré-entraîner, c'est que, en gros, on lui montre énormément de documents, dans plein de langues différentes, y compris du code informatique, et l'idée c'est, voilà à peu près comment les humains parlent, essaye de faire pareil. Et il va essayer de trouver des patterns dans les schémas dans le langage pour essayer de prédire correctement les mots suivants. Mais il ne lit pas les documents. C'est pas une base de données au sens de « Ah ça, je l'ai lu, c'est dans tel bouquin, page 44 ». Il n'a aucune idée de ce qu'il a lu. C'est juste des exemples de comment les humains échangent, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de logique de source directe dans ce qu'on appelle les données d'entraînement. C'est juste pour apprendre un langage à se repérer et à faire son job, c'est-à-dire mettre des tokens dans le bon ordre pour faire une réponse qui a l'air cohérente. Il est fixé dans le temps, ça Kevin l'a dit, donc si je demande à ChatGPT qui a gagné le match de foot de la semaine dernière, techniquement il ne le sait pas, parce que son dernier entraînement peut dater d'il y a 6 mois. Et donc comment il fait pour me répondre ? Il fait ce que j'aurais dû faire. Il va faire une recherche web et il va introduire dans notre prompt, donc encore une fois de manière opaque, des éléments de sa recherche web. Donc c'est pour ça qu'une IA, c'est pas juste une entité. C'est plein de modules qui sont appelés à des moments. Si j'ai besoin d'écrire une image, je vais la décrire en texte, puisqu'il ne gère que du texte. Si j'ai besoin de faire une recherche web, je vais remonter des éléments extérieurs et je vais réintroduire ça dans le prompt de l'utilisateur, sans le montrer. Et finalement, il va retrouver votre match de foot et il va se dire c'est de ça ce dont il doit parler. Et c'est vraiment un peu plus compliqué qu'une recherche Google, mais en gros, c'est à peu près ça qu'il a fait. Il a remonté des informations d'une recherche web. Et donc, on appelle ça un LLM, Large Language Model, ou grand modèle de langage en français. Donc, comment ça marche derrière ? Donc ça, c'est l'activité de médiation de VitaScience. Ils en ont fait plusieurs, je vous encourage vraiment à aller les voir, c'est des super outils et de médiation et d'animation. Il y a la génération d'images où on peut faire comprendre comment on génère une image et voir des époques, donc les étapes de génération d'une image. C'est un générateur d'images gratuit, illimité, censuré, donc ça vous permet de l'utiliser avec des jeunes ou là, c'est des usages en classe sans que ça parte en n'importe quoi parce que vous ne pourrez pas générer des images sensibles.
Il y a des classifieurs donc pour comprendre la logique des biais, donc sur de la reconnaissance d'images, donc avec des datasets biaisés pour comprendre comment une IA peut se tromper et reproduire des biais ou des inégalités. Et on a cet outil qui est plutôt sur le langage, et donc qui vous permet de voir les fameux tokens. Donc là, par exemple, j'ai demandé de me raconter une histoire sur une machine qui découvre le monde, enfin un enfant qui découvre le monde avec une machine, et il me raconte la petite histoire de Vitabot, et je peux cliquer sur chacun de ces tokens. Vous voyez, un token, c'est soit un mot complet, genre là, était, soit une lettre, Y, ou un ensemble de lettres, et ou était, on ne sait pas trop. Et c'est comme ça qu'il génère votre réponse. Il a fait pareil pour votre prompt, et maintenant il génère ces petits tokens les uns à la suite des autres. Et c'est statistique. Il va prendre la était à 99%, et donc il a choisi ce mot-là, et il génère la suite. Si je regarde Vitabot, je vois que le V, c'est un token tout seul. Si je clique dessus, peut-être qu'il a hésité entre Vitabot et Viviane. Si je choisis, parce que je peux le forcer à dire maintenant c'est Viviane, et tout le reste de mon texte va changer, puisque l'histoire de Viviane, c'est pas celle de Vitabot. Donc en gros, tout est basé et de manière continue sur cette génération de tokens, et je peux changer la totalité du texte et choisir de le forcer à reformuler à partir d'un point précis. Les scores en rouge, c'est des scores plus bas statistiquement. Donc là, il n'y a pas d'erreur, c'est toujours grammaticalement correct et il n'y a pas d'hallucination. Mais c'est des scores moins probables. Et ça, je peux même jouer ici avec l'aléatoire. Donc en général, on appelle ça la température. Très proche de 0, c'est que je veux un texte reproductible et qu'avec des scores statistiques élevés, donc plutôt fiables. Si je veux un texte créatif, si je fais de la poésie par exemple, je vais mettre mon aléatoire plus haut, parce que je veux des textes qui sont moins attendus, des mots moins attendus, et peut-être plus créatifs. Et on peut parler de créativité, c'est vraiment de choisir des choses qui sont soit nouvelles, soit inattendues, et que le but, c'est de croiser de l'information pour créer des nouvelles infos. Si je le mets trop élevé, j'aurai du charabia, j'aurai un mélange de langue et de code informatique. Donc pour lui, c'est toujours cohérent, c'est une suite de tokens qui suit, nous, on ne comprend plus rien, et ça permet de voir un peu comment il génère son texte. Comprendre ça, encore une fois, c'est essentiel, parce que comprendre qu'il comprend vraiment rien à ce qu'on dit, qu'il met juste des petits bouts de trucs les uns à la suite des autres, et qu'en plus, la plupart du temps, on trouve ça super. Et ça permet de comprendre aussi les hallucinations. Donc en gros, une hallucination, une erreur ou une invention, c'est un token moins probable qui est sorti et qui a du coup créé une fausse info dans le texte. Si je demande quand s'est terminée la Seconde Guerre mondiale, il va me répondre 1945. Si je force le token 40, par exemple, c'est peut-être 19 et 45. Si je force à faire 45 et à lui dire trouve autre chose, à un moment donné, ce sera plus 45. Et peut-être qu'il n'arrivera pas à se retrouver dans sa phrase pour pas créer une incohérence ou quelque chose de faux. Et donc c'est comme ça que les hallucinations peuvent surgir. Et ça permet aussi de comprendre pourquoi la détection, c'est quasi impossible en texte. Parce qu'il y a des détecteurs qui existent, il y en a plein. Ils ne sont pas vraiment fiables, puisque le fonctionnement d'un détecteur, c'est je prends le texte qu'on me soumet, et je vais faire la même chose. En gros, je vais me dire, est-ce que les tokens mis dans cet ordre-là, ça ressemble plus à ce que ferait un humain ou une machine? Et c'est purement statistique. C'est vraiment 30% humain, 30%, 70% machine, ou probablement IA, probablement humain. Mais il n'y a aucun moyen de prédire quel sera le prochain token à 100%. Même OpenAI qui fait ChatGPT ne peut pas prédire à 100% le prochain token. Et si on ne peut pas faire ça, on ne peut pas être sûr de ce qui sera prédit. Et donc on ne peut pas être sûr que c'est une IA qui l'a généré. Donc c'est statistique, et puisque c'est statistique, c'est manipulable. Puisque du coup, si je change 5 mots manuellement dans mon texte, je vais casser la distribution statistique de mon texte, et je vais faire chuter le score de mon détecteur très bas. Si je suis feignant, je vais utiliser un outil qui fait ça pour moi, qui s'appelle un humanizer, et qui va faire exactement ce job-là, reprendre mon texte, changer quelques mots, reformuler, casser la distribution des tokens, et mon détecteur va tomber à quasi zéro. Et en plus, ça crée des biais, puisque on parle de langage normé. C'est ce qu'on attend d'un humain qui parle, enfin qui écrit. Et donc, si vous avez un langage non normé, donc c'est-à-dire si c'est pas votre langue maternelle, si vous avez des troubles 10, si vous êtes HPI, si vous êtes schizophrène, etc., et vous serez plus souvent flagué comme IA, puisque votre langage est moins normé que ce qu'on attend habituellement. Donc ça, il y a quelques papiers qui ont pu montrer que les détecteurs étaient sensibles justement à ces formulations moins normées.
Donc en gros, c'est du blabla et des tokens mis les uns à la suite des autres. Sauf que ça marche suffisamment bien pour parfaitement correspondre à ce qu'on attend. Et c'est ça qui est un peu frustrant pour nous. Là, par exemple, je fais un test sur une analyse d'image. Je soumets cette image à ChatGPT et je lui demande une analyse de niveau lycée. Encore une fois, les images, il les voit pas. C'est une IA qui génère du texte. Alors comment il fait? Eh ben, il va tout simplement décrire tout ça sous forme de texte. C'est une de Charlie Hebdo, c'est marqué Charlie Hebdo en haut, etc., etc. Et en gros, à la place de cette image, dans mon prompt, j'ai un pavé de texte qui décrit l'image. Ce qu'on retrouve un peu dans sa réponse. Là en haut, vous voyez, il décrit l'image, il m'apporte des infos extérieures. Charlie Hebdo, magazine français connu pour sa satire, c'est pas dans mon image, il est allé le chercher ailleurs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le point 3, donc la caricature principale. L'homme préhistorique représenté dans une posture comique semble sur le point de combiner l'huile et le feu. C'est une référence à l'expression « jeter de l'huile sur le feu » qui signifie aggraver une situation conflictuelle ou tendue. L'association de cette expression avec l'invention de l'humour suggère que l'humour peut parfois enflammer des situations, tout comme l'huile peut enflammer un feu. Ça vaut un 16, hein. Niveau lycée, c'est ce qu'on attend. On a l'impression qu'il a compris la blague, qu'il a fait preuve d'esprit critique, qu'il a analysé le contexte, et pourtant, c'est toujours des tokens mis les uns à la suite des autres qui permettent d'avoir ça. Donc on peut parler de créativité, on peut parler d'intelligence dans le sens où on a une nouvelle information. Parce que l'intelligence, c'est juste prendre des choses qu'on n'avait pas encore mélangées pour en créer des nouvelles. Et forcément, quand on a énormément de données, il y a plus de chances qu'on aboutisse à des trucs intéressants. Ou de les assembler de manière originale. Mais c'est toujours la même logique, c'est on assemble des choses pour en faire des nouvelles. Et donc, forcément, du fonctionnement d'une IA, on va avoir quelque chose qui est de l'ordre de la créativité. Alors avec des limites, c'est la créativité sans intention. Il n'y a pas de volonté de donner un message, il porte rien politiquement, il n'y a pas d'intention à dire quelque chose, il n'y a pas d'intention de créer. ChatGPT ne fait pas des images de chats et écrit pas des romans de SF dans son coin, il ne fait que ce qu'on lui demande, c'est un outil. Mais le fonctionnement, on a quand même de l'information nouvelle et pertinente, et on peut se dire, tiens, j'ai appris un truc, ou j'ai obtenu ce que je voulais. Le problème, c'est que c'est un peu un tunnel, c'est une direction unique. Là, j'ai un test par exemple sur générer une photo de femme en robe de mariée, et j'ai une femme blanche en robe blanche. Et il y a de fortes chances que vous ayez ça. Parce qu'il faut faire un choix. Donc, c'est pas la question de choisir cette représentation-là. Il y a des modèles qui me mettront des femmes asiatiques et des robes traditionnelles cambodgiennes. C'est que j'ai qu'une réponse, il doit me donner une réponse. Et sauf qu'il n'y a pas qu'une réponse à ça. Donc, soit il devrait choisir au hasard parmi toutes les représentations, soit il m'en propose une qui est biaisée, et une IA, c'est une machine à faire des biais. L'idée, c'est de choisir quels biais sont bons pour nous. Et c'est toujours ça, c'est une direction, il n'y a pas une réponse unique à ça. Et quand j'ai une machine qui me digère de l'information, j'ai toujours ça. Si je fais ça sur Google, j'ai 3 millions de pages de résultats que je peux mixer, interroger et comparer. Là, j'ai une réponse digérée unique, que ce soit du texte ou de l'image, elle est forcément orientée. Et encore, elle est neutre. C'est-à-dire que c'est que la représentation de ChatGPT. Demain, on aura sans doute des IA individualisées. C'est ce qu'est en train de faire Meta et Facebook. Des agents qui sont liés à vos préférences, à vos recherches, à ce que vous attendez. Au même titre qu'on n'a pas le même Google et qu'on a des résultats qui sont biaisés et orientés par rapport à nos recherches et nos historiques, demain, on aura sans doute des IA qui correspondent à notre situation géographique, à notre langue, à nos préférences, à notre âge, à ce qu'on a déjà cherché. Donc la formation sera encore plus difficile à enlever de ce critère orienté, qui est encore une fois très opaque. Et c'est ça qui est dur pour un jeune, donc on en a parlé tout à l'heure, il y avait une question qui portait là-dessus. Donc moi j'appelle ça le paradoxe de l'élève pédagogue, c'est qu'en fait il y a besoin de beaucoup de choses pour faire face à ça, et qu'on demande beaucoup de choses aux jeunes ou aux élèves, et notamment comment on remplit ce critère d'esprit critique. Qui suffit pas, hein, il suffit pas de dire ChatGPT peut se tromper, raconter n'importe quoi, fait preuve d'esprit critique, ça sert à rien. Il a un niveau d'expression bien supérieur à lui. Il donne des sources, il donne des preuves, il a un ton qui fait croire qu'il est sûr de lui. Le niveau de connaissance là de GPT-5, c'est équivalent à un niveau doctorat dans tous les domaines. Donc comment je fais quand moi je suis pas docteur dans tous les domaines pour savoir si là il me raconte n'importe quoi ou il me raconte quelque chose que je ne sais pas? Et combien de temps il me faut pour débunker ça?
Et donc, les outils nécessaires, intellectuels, sont nombreux. Il faut des sources, il faut fournir des références, donc c'est la bonne nouvelle. Les modèles renforcent l'importance des sources, mais il faut surtout que je décrive ma situation, que j'exprime des besoins, que je définisse mes objectifs, que je liste mes attendus. Ça peut être très difficile, c'est lié à la maîtrise du langage, et ça peut être très difficile pour un jeune. Et je parle jusqu'au supérieur, là. Et enfin, il faut que j'évalue. Donc j'ai mon feedback, j'ai ma réponse, il faut que je la lise, que je la comprenne, que je l'évalue, que je juge, que j'estime, que je compare, que je corrige, que j'oriente, que je guide, et que je continue ma discussion pour orienter l'outil là où je veux. Et en fait, ça, on est assez loin d'avoir les prérequis pour utiliser correctement ces outils. J'essaye de passer vite. Sarah, tu me coupes si tu veux. Je pense que parce que j'ai encore pas mal de choses importantes à montrer. il est midi 4, on ne va pas retarder encore plus que ça, mais de toute façon, je propose que les éléments, si vous êtes d'accord, Kevin et Bastien, on partagera vos documents ressources. Ce ne sera pas forcément lisible, juste en présentation, mais comme tu me dis. Si j'ai 5 minutes. Allez, on part sur le principal. Je vous présente, comme ça je vous partagerai la présentation, on pourra retrouver les infos. Mais je vous ai mis des exemples du coup pour faire des fiches d'activité, notamment des cas d'usage où on soumet des documents. Donc ça, c'est ce que je vous encourage à aller voir. C'est ce qu'on appelle le RAG, Retrieval Augmented Generation. Donc on soumet des documents de référence pour nourrir le modèle et avoir des documents, des réponses qui sont beaucoup plus précises et surtout qui reposent sur ces documents, et on peut identifier les fragments d'origine. C'est la bonne manière pour moi d'utiliser des IA génératives. Un outil, donc inconvénient, c'est du Google. Avantage, ça fonctionne extrêmement bien. Et pour l'animation et l'enseignement, je pense que c'est meilleur. C'est NotebookLM. Vous avez un ensemble de sources, votre chatbot pour discuter, et vos sources sont sorties. Vous pouvez générer des podcasts, des images, des mind maps, des textes, comparer des documents, faire des changements de format. C'est un outil extrêmement puissant qui ne repose que sur les sources. Le premier truc qu'on vous demande, c'est pas votre prompt, c'est « Ok, c'est quoi tes sources ?» Et je vous ai mis quelques petits exemples du coup pour faire de l'IA en débranché, et des exemples qu'on avait fait avec le CRIJ, notamment pour la création de jeux de société avec des IA génératives. Donc tout ça est très documenté pour les visuels, pour les règles de jeu. Ils ont fait des audios aussi pour explorer les maladies mentales, et ils ont fait justement un système d'IA basé sur des documents de référence pour aider à créer des jeux de société. Donc ça, ils l'ont bien documenté et c'est assez intéressant. Et je passe, je passe simplement à peut-être l'impact environnemental, je vous le remets quand même. Difficile à évaluer, mais Comparia, c'est un bon outil, mais c'est de la génération de texte. Encore une fois, l'enjeu, c'est la génération de texte ou d'images ou de vidéos, c'est drastiquement différent. La consommation, elle se multiplie par 100 ou 1000. Et donc, être vigilant au modèle que vous utilisez et au cas d'usage. Et l'impact que ça a réellement, c'est difficile à évaluer. Moi, j'aime bien donner des équivalents. Voilà, une recherche ChatGPT, ça consomme à peu près 10 fois plus qu'une recherche Google, par exemple. Et l'impact général, pour moi, il est dans le fait que les GAFAM ont augmenté leur gaz à effet de serre de 30 à 50% entre 2021 et 2024, qui est l'époque de développement des IA génératives, et que toutes ont renoncé à leur objectif zéro carbone 2030 dans la même conclusion. Voilà. Et je finis par les compétences juste du XXIe siècle, puisque je vous ai fait un petit mot sur la pensée informatique. Ce sur quoi on peut parier, ce qui est important de développer, sans doute ça, la pensée informatique pour comprendre comment ça fonctionne, bien cadrer les capacités et les limites, se représenter ce que ça peut faire ou ne pas faire, la résolution de problèmes, parce qu'une machine, ça réalise des tâches, nous on résout des problèmes qui existent dans le monde réel, encore une fois avec de l'intention, avec une volonté qui est dirigée. La collaboration et la communication qui va avec, définir ses besoins, exprimer ses besoins, chercher l'expertise, comparer, aller voir les gens qui peuvent avoir des informations complémentaires, discuter avec eux. Donc communication et collaboration, très important, et créativité, parce que tout ça est plutôt une bonne nouvelle et une opportunité pour la créativité. L'IA, c'est une menace uniquement pour la médiocrité, dans le sens de moyen. Ça veut dire que faire des contenus OK, suffisants, ça, une machine le fera très bien. C'est l'intelligence un peu moyenne de ChatGPT, c'est OK. Mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut des choses originales, disruptives, pertinentes, individualisées.
et c'est vraiment un espace pour faire mieux. Donc aujourd'hui, c'est soit d'être excellent, soit d'être original ou créatif, mais en tout cas, c'est une plateforme pour se distinguer de ça. Et je pense que l'IA est une très bonne opportunité pour réinventer aussi un peu la manière dont on fait de l'éducation, de l'animation et le rapport qu'on a à la connaissance. Hop, je m'arrête là. Merci. Génial, merci beaucoup Bastien, c'était très très riche et on aurait voulu écouter encore très longtemps, mais le temps passe vite et je me suis fait taper sur les doigts par la MJC FSM qui voulait absolument la suite, donc on a bien fait de continuer. Effectivement, peut-être pour conclure ce premier webinaire, vous avez été nombreuses et ça c'est super, et notamment le lien avec nous, nos structures d'éducation populaire et notamment les MJC, donc Maison des Jeunes et de la Culture. Et tu l'as très bien dit Bastien, je pense qu'il y a la question de bien commun et d'espace commun. Je pense qu'on a notre rôle et l'enjeu ça va être de travailler sur qu'est-ce qu'on met en place pour travailler à la réflexion, à l'expression de nos adhérents et adhérentes dans nos structures. Il s'agit aussi de discuter déjà simplement, je pense, et ensuite de mettre en place potentiellement des actions. Mais mettre les gens autour d'une réflexion, déjà, c'est énorme. Et je pense que cette question d'espace commun est très importante pour nous, structure d'accueil inconditionnel. On va conclure là-dessus. Je pense, je revois avec Bastien et Kevin, mais on vous enverra des ressources complémentaires suite à ce webinaire. Celui-ci était enregistré, donc vous pourrez le retrouver. On vous dira sur quelle plateforme. Et puis, on peut tous et toutes remercier grandement Bastien et Kevin pour leur présence, pour leur temps. Et puis, on se donne rendez-vous le 4 décembre. Pour le prochain. Encore merci beaucoup à tous les deux. Si j'ai des retours que je vois dans le chat, je les ferai parvenir à Bastien et ou à Kevin. Et pour le reste, à l'inverse, on vous fera un partage collectif. Je vous enverrai un mail avec toutes les ressources. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci. À bientôt. Au plaisir.